Le thème que nous nous sommes fixés aujourd'hui est fascinant, les phénomènes parapsychologiques. Ils ont toujours été une attraction pour la psyché humaine car ils représentent une forme de complétude de notre incapacité. Aujourd'hui, ces idées se répandent à travers le cinéma, comme on peut le voir avec les X-Men et leurs pouvoirs extraordinaires. Comparés à eux, Superman et Batman sont bien faibles. Les X-Men peuvent exercer leur esprit directement pour modeler la réalité physique, influencer la météo, les objets physiques, changer ou façonner le métal, lire les pensées, influencer les esprits, etc. Ces images nous fascinent car en nous-mêmes, nous ressentons que nous devrions être capables de faire cela. Combien d'entre vous, peut-être étant enfant, ont vécu cette expérience où vous souhaitez tellement qu'une chose se produise que vous vous dites, si je peux sauter cette distance, alors cela se réalisera. Nous faisons ces choses étant enfants, comme si en mettant assez d'énergie, de volonté, d'intention, nous pouvions le faire arriver simplement par la volonté ou l'esprit. C'est ce que nous ressentons spontanément. La vérité est que de telles choses sont en fait possibles, et les personnes ayant développé ces capacités, spontanément ou par entraînement, les ont démontrées. Mais nous avons rencontré deux problèmes, la persécution religieuse, car ces choses sont vues comme potentiellement dangereuses pour l'ordre établi de l'humanité, et la persécution scientifique, car la possibilité de l'esprit influençant la matière déstabilise le paradigme scientifique actuel. Nous devons donc examiner brièvement la perspective historique et philosophique de la raison pour laquelle ce problème existe, où et comment il peut être résolu, puis nous nous pencherons sur la science derrière les phénomènes parapsychologiques. Dans la troisième partie, nous examinerons les implications pratiques pour tous dans nos vies. Je peux approfondir autant que vous le souhaitez, car c'est une notion de connaissance et d'expérience que nous allons explorer. Mais d'abord, la perspective historique et philosophique. Nous remontons quelques siècles en arrière pour comprendre pourquoi la science a un problème à accepter les phénomènes parapsychologiques. La science européenne est apparue en révolte contre la religion, notamment à une époque où l'influence religieuse avait pris une position antirationnelle étouffante. En réaction, la science a rejeté tout ce qui s'opposait à l'enquête rationnelle et a éliminé toute chose associée à la religion, y compris le principe sous-jacent ou l'idée d'esprit, de quelque chose d'immense qui est derrière, soutenant ou formant l'apparence de la réalité. En se focalisant exclusivement sur une formulation matérialiste de la réalité, la science a également accepté le sectarisme et est devenue en quelque sorte ce qu'elle avait rejeté. Ce rejet de la religion devenue sectaire a fait de la science une forme de sectarisme rejetant tout ce qui est associé à la religion. Aujourd'hui, si vous parlez de certains mots-clés, y compris ceux utilisés en parapsychologie, votre article ne sera pas publié, les scientifiques vous ridiculiseront et n'examineront même pas les preuves. Pourtant, il existe des laboratoires partout dans le monde qui expérimentent les phénomènes parapsychologiques en les répliquant dans des conditions strictes de laboratoire. L'Institute of Netic Science en est un exemple, où ils ont démontré la validité de la télépathie, de la psychokinésie, de la vision à distance et de la clairvoyance, ainsi que de l'influence à distance sur les états émotionnels, mentaux et physiques d'autrui. Toutes ces choses ont été répliquées dans les conditions de laboratoire les plus strictes, et tandis que la science conventionnelle les a rejetées, l'armée les a trouvées très utiles. Dans les années 70, la CIA a découvert que la Russie disposait de 36 laboratoires dédiés à l'utilisation de phénomènes parapsychologiques à des fins militaires, d'espionnage et d'influence à distance d'événements. La CIA a donc consacré 20 millions de dollars à l'époque pour développer un cadre dans lequel elle pouvait former des personnes de l'armée à utiliser ces phénomènes parapsychologiques. Ils ont développé une technique appelée Remote Viewing Vision à distance, grâce à laquelle, selon les documents déclassifiés de la CIA, ils l'utilisaient déjà pour espionner d'autres pays avec un taux d'exactitude approchant souvent les 86%, alors que l'espionnage de terrain ne leur donnait qu'un taux de 60% d'exactitude. Ils pouvaient essentiellement infiltrer n'importe quel espace sur Terre et surveiller en utilisant ces techniques. De plus, ils ont développé cette technique pour influencer les événements, et ils ont découvert qu'ils pouvaient anticiper les événements, les voir quelques jours, voire des mois à l'avance, avant leur survenance. Toutes ces choses ont été utilisées dans le cadre de la technologie militaire conventionnelle. Lors de l'opération Desert Storm en 1992, les techniques de vision à distance ont été utilisées avec succès pour infiltrer des espaces et anticiper des événements. Les États-Unis ont envahi l'Irak et utilisé des techniques de vision à distance pour surveiller quotidiennement les positions des troupes. La Chine a adopté une approche similaire en formant des enfants à la vision à distance et à l'influence à distance sur des objets physiques. Toutes ces techniques sont utilisées dans un contexte militaire et restent secrètes. La CIA a déclassifié il y a environ 10 ans des documents sur la vision à distance et l'influence à distance, montrant à quel point la technologie était avancée dans les années 70 et 80. En revanche, la science, en rejetant toute association avec la religion, a également rejeté le concept fondamental de l'esprit, ce qui a conduit la science à se fragmenter. En contraste, le paradigme indien de l'unité sous-jacente du cosmos, de la conscience énergétique et du libre choix de s'exprimer en multiplicité de formes offre une perspective philosophique plus complète. Selon la vision indienne, les lois de la physique ne sont pas imposées de manière permanente, mais sont des rythmes ou des habitudes de cette énergie consciente. La réalité est décrite comme étant synthétique, continue et en mouvement dans différents niveaux de manifestation.
Toutes ces conceptions, bien qu'elles aient été rejetées par la science européenne comme relevant de la philosophie ou de la religion, offrent une compréhension plus complète de la nature de la réalité recherchée par la science. La perspective indienne sur la réalité met en évidence l'idée d'une continuité sous-jacente qui unit tout. La question fondamentale de la physique moderne est de savoir si la réalité est particulière ou continue, si elle est une onde ou une particule. Cependant, la perspective indienne privilégie la continuité comme principe fondamental, où les formes d'ondes s'expriment dans la continuité et les phénomènes particuliers en découlent. Selon cette vision, l'univers est holographique et fractal, avec des univers à l'intérieur d'univers. Chaque objet est en réalité le reflet de l'univers entier, où chaque partie capture une perspective sur le tout. Cette conception holographique et fractale correspond à la perspective indienne et offre un cadre rationnel et vérifiable empiriquement. Elle est ouverte à la théorisation, à l'expérimentation et à la validation, et s'auto-corrige en tant que science. Alors que la science européenne a rejeté l'idée sous-jacente de l'esprit, la science indienne s'est construite sur ce principe unificateur fondamental. La science européenne converge de plus en plus avec la perspective védique, en particulier dans les derniers siècles, notamment avec la mécanique quantique où des similitudes sont formulées entre la physique quantique et les principes upanishadiques. La synthèse de ce texte nous indique que la convergence entre la science moderne et l'approche indienne de la science est inévitable. Alors que la science européenne rejette les phénomènes paranormaux en raison de leur nature non matérielle, l'approche indienne suggère que la conscience peut influencer l'énergie et les processus matériels. Cela ouvre la voie à des capacités parapsychologiques innées en chacun de nous. Par exemple, dans nos rêves conscients, nous pouvons influencer notre réalité. Le texte souligne l'importance de l'entraînement pour développer ces capacités, telles que la conscience dans les rêves et la capacité de changer notre expérience onirique. Ces capacités sont communes à tous, mais la question est de savoir combien nous nous en souvenons. La parapsychologie est liée à cette idée de pouvoir influencer la réalité au-delà de notre corps physique. Selon le paradigme indien de la science, la réalité est multiforme et nous-mêmes, en tant que microcosme du macrocosme, sommes aussi multiformes. La science yogique décrit l'être humain comme ayant NQ corps, appelé Panchakosha. Chaque corps est décrit comme une enveloppe recouvrant une vérité sous-jacente, appelée Atman, ou âme. Chacune de ces enveloppes est temporaire et non éternelle, et s'épaissit graduellement jusqu'à la dernière enveloppe, avec laquelle nous interagissons avec le monde matériel. Mais en réalité, nous existons sur de nombreux niveaux simultanément et nous opérons sur chacun de ces niveaux. En état de rêve, nous sommes plus conscients de ces autres niveaux de réalité et nous appelons ces expériences des rêves. Ainsi, si nous pouvons accéder à ces niveaux de réalité en état de veille, nous pouvons également les exploiter. Certains individus ont naturellement cette capacité de lien entre les différents niveaux de réalité, ce qui leur donne des intuitions, des prémonitions et même des capacités parapsychologiques. La science des phénomènes parapsychologiques repose donc sur une réalité aux multiples niveaux tant en nous-mêmes qu'en dehors de nous, dans les objets. Par exemple, un arbre ne se résume pas simplement à sa substance physique et biologique, il a aussi des aspects psychologiques. Lorsqu'on parle de ces aspects, on utilise les termes Anna-Maya Kosha pour le corps grossier et Prana-Maya pour l'énergie pure sous-jacente. L'énergie pure n'est pas liée à une forme, contrairement au monde matériel. Par exemple, dans le cas de l'électricité, ce n'est pas les électrons qui se déplacent à grande vitesse, mais une onde de pression. Cette force pure, non matérielle, représente un niveau de réalité différent. Ainsi, la science des phénomènes parapsychologiques étudie ces différents niveaux de réalité en nous et dans le monde qui nous entoure. Toutes les forces se forment à un niveau de réalité que nous appelons prana-maya. Le prana est présent dans tous les processus biologiques et physiques, mais lorsqu'il est libéré de ses conteneurs biologiques et physiques, il devient de plus en plus abstrait et pur, se rapprochant des champs électriques et de l'électricité. Bien que l'on ne puisse pas interagir directement avec les champs électriques, on sait qu'ils existent grâce aux mathématiques. Le prana représente donc un domaine de réalité non physique, mais néanmoins existant, qui est la cause de tous les processus physiques. Le prana est également influencé par la conscience, qui choisit et dirige son mouvement. Dans l'univers, le prana universel et la conscience universelle maintiennent l'ensemble de la réalité, y compris notre propre biologie. Cependant, en tant qu'être conscient, nous avons la capacité de modifier notre conscience et nos émotions. Nous pouvons apprendre à contrôler notre colère, par exemple, en faisant des efforts et en développant notre capacité à être maître de nos émotions. Les dauphins, par exemple, ont une maîtrise émotionnelle plus avancée que les humains, comme en témoigne une expérience où ils ont pu contrôler leur colère par leur volonté. Cela montre que le prana opère de la même manière chez les arbres et chez nous, mais notre avantage est la conscience de soi, qui nous permet de modifier notre énergie vitale et d'influencer la matière. Avec notre volonté, nous pouvons modifier notre prana pour influencer notre biologie et notre esprit. Par exemple, lorsque nous levons la main, c'est notre intention qui déclenche un processus énergétique à travers les veines et les nerfs. Notre esprit peut guider l'énergie vitale qui anime notre biologie. En modifiant notre intention et notre énergie, nous pouvons modifier notre biologie. Le système dont il est question ici est la connexion entre l'esprit, l'énergie et le corps. Ces processus sont déjà présents en nous de manière innée, liant notre conscience à travers l'énergie à la biologie.
Cependant, il est désormais possible de contourner certains de ces processus et d'obtenir des résultats bien supérieurs à ceux obtenus par les processus actuels développés. L'hypnose est un exemple de cela. Sous hypnose, il est possible de rendre une personne raide comme un piquet et de la faire tenir dans des positions inconfortables. De plus, sous hypnose, il est possible de faire croire à une personne que quelque chose la brûle et de voir apparaître une marque de brûlure sur sa peau. Ces phénomènes montrent comment notre esprit est capable d'influencer directement notre biologie. Par exemple, l'effet placebo démontre que si l'on croit fermement qu'un médicament agira sur notre maladie, notre corps réagit en conséquence et nous guérissons. Des études ont même montré que 80% des maladies peuvent être guéries par l'effet placebo seul. Il est donc important d'observer comment nos propres croyances affectent notre santé physique et émotionnelle. En comprenant cette connexion, nous pourrions éliminer 80% de nos maladies sans médicaments conventionnels. La pluie arrive et il rentre à la maison en éternuant. Sa mère lui applique un baume spécial sur la poitrine et lui fait sentir pour le soulager. Avant l'invention de ces remèdes, on jouait sous la pluie sans tomber malade. Mais dès qu'on nous a dit de ne pas se mouiller, nous avons appris à tomber malade. On ne voit jamais les animaux tomber malades après s'être mouillés sous la pluie. Il existe de nombreux exemples historiques de tribus vivant dans des conditions extrêmes sans tomber malades jusqu'à ce qu'elles soient influencées par des idées extérieures. Nous subissons une programmation profonde qui affecte notre santé biologiquement et physiquement. Nous constatons depuis les 30 ou 40 dernières années une augmentation soudaine de nombreuses maladies qui n'existaient pas auparavant. Une grande partie de cela est due à une mauvaise alimentation et aux toxines que nous mettons dans notre nourriture, comme les pesticides qui se retrouvent dans notre corps. Par exemple, à Pondichéry, le lait maternel produit par les mères contient des niveaux plus élevés que la norme de DDT, une substance fabriquée dans des industries américaines interdites à l'usage, mais exportée en Inde où elle est autorisée. Outre les toxines physiques, nous sommes également intoxiqués psychologiquement par la programmation qui nous dit que nous sommes faibles, dépendants et avons besoin de médicaments pour guérir. Cela se voit lorsque nous sommes malades et que nous nous sentons mieux dès qu'un médecin nous dit que nous guérirons en prenant un médicament. Cependant, si nous avons la conviction que nous guérirons sans médicament, notre condition s'améliore également. Cette conviction, ou ce que j'appelle la foi, est donc essentielle pour guérir. Il est important de revoir la définition du mot foi, car il est souvent associé à la croyance. Au lieu de cela, je définis la foi comme une conviction profonde et intrinsèque en votre capacité à vous guérir vous-même. Si vous avez foi en votre bien-être et en votre santé, vous serez en bonne santé. En citant la Bhagavad Gita, Sri Krishna dit que ce en quoi vous avez foi, c'est ce que vous devenez. Ainsi, il est possible de se guérir en utilisant votre intention et en augmentant votre conviction intrinsèque. Il est important de ne pas confondre la foi avec la simple croyance en ce que nous disent les autres, car cela peut ne pas être rationnel. Lorsqu'il s'agit de croire en la guérison divine, il est fréquent de se sentir déçu lorsque les prières ne semblent pas fonctionner. Cependant, il est important de comprendre que la foi ne se résume pas à une simple croyance. La foi est un savoir inné qui réside en vous, au-delà de votre conscience individuelle. Il est possible d'illustrer cela en utilisant les connaissances en physique et en biologie de la science moderne, qui démontrent que notre corps et notre identité ne sont que des faisceaux de nerfs et d'ondes électroniques dans notre cerveau. Pourtant, malgré cela, nous avons tous une connaissance profonde de notre existence et de sa valeur. C'est cette connaissance innée, souvent traduite par le mot foi, qui nous donne un sens, une direction et une motivation dans la vie. Cette foi, ou connaissance essentielle de notre être, est le point de départ de tous nos efforts et aspirations. Elle renferme tout notre potentiel et nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Par conséquent, il est essentiel de cultiver cette foi intérieure pour réaliser nos objectifs et vivre une vie épanouissante. L'Arira est bien plus important pour le corps physique et la santé que nous le pensons. Le corps biologique est comme un contenant en plastique dans lequel nous mettons le corps énergétique qui le façonne, tout comme l'air donne sa forme à un ballon. Lorsque nous changeons le schéma énergétique, le processus de maladie change dans le corps physique. Cela explique toute une série de phénomènes que nous considérons comme des maladies psychosomatiques. Parfois, les maladies profondément enracinées dans la biologie peuvent disparaître du jour au lendemain grâce à un changement de mentalité ou d'habitude émotionnelle. Certaines guérisons spontanées, y compris de graves maladies comme le cancer, ont été documentées médicalement. Cependant, elles ne peuvent pas être expliquées dans le cadre actuel de la science européenne de la biologie et de la médecine, donc elles sont considérées comme anecdotiques. Mais grâce à ce cadre expliqué ici, nous pouvons les comprendre et les rendre accessibles. En fait, notre énergie de vie s'étend au-delà de notre corps physique, dans une aura plus vaste qui peut être mesurée et enregistrée avec des dispositifs électriques. Cette aura est formée de notre conscience et influence nos processus biologiques et physiologiques. Elle s'étend bien au-delà du corps physique et est flexible. Par exemple, lorsque nous conduisons une voiture ou pilotons un navire, nous sommes capables de percevoir et d'influencer les choses dans notre environnement, car notre conscience s'étend pour inclure ces machines ou espaces. Certaines personnes dotées de capacités psychokinétiques ont démontré qu'elles pouvaient chauffer des objets à distance rien qu'en les concentrant du regard. Tout cela montre que notre conscience et notre énergie peuvent jouer un rôle puissant dans notre corps et notre interaction avec le monde extérieur.
Dans ce passage, il est expliqué que certaines personnes ont été entraînées pour développer des capacités de manipulation de l'énergie à travers leur corps. Par exemple, ils ont été capables de chauffer une partie de leurs mains en se concentrant dessus. Ces capacités ont été étudiées par des laboratoires américains, qui ont ensuite développé des programmes pour entraîner les individus à utiliser ces capacités sur des animaux, voire sur des humains. Cependant, il est noté que l'utilisation de telles capacités sur des humains est plus compliquée en raison de la volonté personnelle de la personne qui peut bloquer ou rejeter l'énergie externe. Il est aussi mentionné que l'influence de l'énergie peut s'étendre à l'extérieur du corps et affecter d'autres êtres vivants, comme les plantes. Ainsi, on peut développer des technologies pour développer et entraîner ces capacités. L'idée est que ces différentes réalités et niveaux d'énergie sont interconnectés et en continuité les uns avec les autres, et qu'il est possible d'y accéder consciemment. L'exemple est donné de la localisation de l'attention dans le corps, où la plupart des gens se sentent localisés dans leur tête, près du centre de conscience de la pensée. La discussion invite ensuite les questions sur ces sujets. Dans ce discours, l'orateur parle de l'importance des différents centres d'énergie dans notre corps et de leur impact sur notre conscience. Il explique que nous avons différents points focaux dans notre corps, tels que la tête, le cœur et l'abdomen, qui sont des centres d'énergie et d'identité différents. Il mentionne également d'autres centres d'énergie et leur rôle dans nos émotions, nos pensées et notre existence profonde. L'orateur dit que selon le problème auquel nous sommes confrontés, nous devons accéder aux centres d'énergie appropriés pour le résoudre. Par exemple, si nous avons des problèmes émotionnels, nous devons ouvrir notre cœur avec amour et compassion. Si nous avons des problèmes de pensée, nous devons apporter le calme et le silence dans notre esprit. Il explique ensuite qu'il existe une technique avancée de guerre appelée le Kalori Payu qui permet de vaincre un ennemi sans toucher ni utiliser d'armes. Cette technique repose sur la connaissance des centres d'énergie et des canaux énergétiques du corps. Il mentionne également l'acupuncture chinoise comme exemple de l'utilisation de cette connaissance pour des interventions médicales avancées, telles que la chirurgie cardiaque avec le patient conscient. Enfin, l'orateur souligne l'importance de comprendre le corps énergétique et de développer une approche de guérison basée sur l'énergie. Il affirme que cela ouvre la voie à une technologie de guérison et à une approche plus holistique de la médecine. L'orateur encourage les questions et souligne qu'il souhaite à la fois satisfaire la rationalité de son public et les ouvrir à des possibilités plus larges. Il invite les questions pour combler d'éventuelles lacunes ou incertitudes dans ses explications. Le mécanicien a décidé de prouver une fois pour toutes que les pouvoirs psychokinétiques n'existent pas. Il a conçu une expérience avec 1000 billes de roulement qu'il a placées dans une machine. Les billes étaient ensuite réparties dans 2 seaux à l'aide de portes et de canaux. Les participants devaient concentrer leur pouvoir psychique pour essayer de diriger plus de billes dans l'un ou l'autre des seaux. Les personnes prétendant avoir des pouvoirs psychiques ont réussi à diriger jusqu'à 70% des billes dans un seau. Cependant, lorsque des personnes ordinaires, sans pouvoirs spéciaux, ont été testées, elles ont pu dévier jusqu'à 60% des billes, montrant ainsi que nous avons tous cette capacité innée, mais à des degrés différents. Le mécanicien conclut donc que le talent dépend de la conscience et de l'exercice. Il mentionne également d'autres phénomènes psychiques tels que la télépathie, l'empathie, la clairvoyance et la psychokinèse, qui peuvent être développés par l'entraînement. Dans ce texte, l'auteur parle de phénomènes paranormaux et parapsychologiques tels que la télékinésie, la téléportation, la matérialisation et la dématérialisation. Il mentionne un célèbre événement où un général américain a fait une démonstration devant des hauts gradés militaires dans le but de créer un super soldat utilisant la puissance de l'esprit plutôt que des armes physiques. Il évoque également la capacité des yogis à manipuler les objets à travers la téléportation et à ressentir l'aura d'un objet pour en déduire des informations sur son passé. L'auteur souligne également l'importance de l'attention et de l'intention dans la modification des processus biologiques et physiologiques des objets. En utilisant la prana, une énergie, vitale, il explique que l'énergie et son mouvement peuvent modifier la structure physique de la matière, la rendant plus dense ou plus légère voire même invisible. Cette capacité à manipuler la matière à différents niveaux de vibration est utilisée pour la matérialisation et la dématérialisation des objets. L'auteur souligne que ces phénomènes paranormaux sont liés à la psychologie, à la physique et à la technologie matérielle, démontrant ainsi une continuité entre ces différents domaines. Dans cet extrait, l'auteur parle de la capacité de l'esprit à concevoir et matérialiser des objets à travers la visualisation créative. Il explique que certaines techniques peuvent être utilisées pour donner de la permanence à ces objets. Ensuite, l'auteur aborde les notions de karma et de samskara, qui sont des nœuds d'énergie formés par des habitudes ou des conditionnements passés. Ces nœuds peuvent être hérités de nos parents ou être transportés dans le corps subtil lors de la réincarnation. Il souligne également l'influence de l'environnement sur nos pensées et émotions, et comment certains endroits peuvent être purifiés pour éliminer les énergies négatives et invoquer une énergie positive. L'auteur explique que nos pensées et émotions créent une empreinte qui peut impacter les autres lors de nos interactions. Il décrit comment le cycle de la haine peut être neutralisé en choisissant de développer la compassion et l'amour. Pour se libérer du karma, l'auteur suggère de neutraliser les énergies néfastes en cultivant des pensées et des émotions positives. Cela peut prendre du temps, mais on finira par voir les effets bénéfiques de cette transformation.
En conclusion, l'auteur invite à développer une attitude positive et à choisir consciemment d'envoyer de l'amour et de la compassion aux autres, ce qui permettra de briser les cycles négatifs et de se libérer du karma. Il y a 3 façons d'être libre du karma et de surmonter les difficultés de la vie. La première consiste à développer la compassion, en comprenant que la haine et la violence ne font que nous nuire. En élevant notre niveau de conscience, nous pouvons éviter d'être blessés par la haine des autres. La deuxième façon est de se purifier soi-même et de ne pas réagir à la provocation de la haine. En renonçant à la colère et à la haine, on peut se libérer du karma négatif. La troisième façon est d'appeler une puissance supérieure, une force divine, qui peut influencer notre conscience et notre environnement. En priant et en demandant de l'aide, on peut recevoir une réponse immédiate. Cette puissance supérieure peut dissoudre les nœuds du karma et de la haine, et nous aider à surmonter nos difficultés. La prière et l'appel à l'aide ne sont pas une position passive, mais une ouverture de notre cœur et de notre esprit à l'action et à la transformation. La prière permet à la force supérieure d'intervenir dans notre esprit et notre cœur, et éventuellement dans notre corps physique, pour guérir et résoudre nos problèmes. C'est le moyen le plus puissant pour notre croissance personnelle et pour surmonter toutes les difficultés de la vie. C'est pourquoi la prière et l'appel à l'aide sont si importants dans toutes les traditions spirituelles et religieuses. Dans différentes religions, on comprend que la grâce divine est une action qui intervient même sans que l'on en fasse la demande, lorsque la survie est en danger et que quelque chose doit être protégé. Il y a parfois, mais pas toujours, un appel de notre part, même si cela ne se fait pas toujours consciemment. Cette intervention est possible car elle fait partie de la liberté de l'esprit. Nous sommes tous victimes de nos propres pensées et émotions qui sont souvent hors de contrôle. De même, nous sommes souvent victimes de notre propre agitation physique. Il est donc important d'apprendre à se contrôler. Pour cela, il est nécessaire de prendre du temps pour acquérir une certaine maîtrise, tout comme on le ferait pour développer la souplesse de son corps ou d'autres compétences. Il est suggéré d'effectuer 2 exercices. Le premier consiste à revoir chaque soir nos pensées, émotions et impulsions de la journée afin de prendre conscience de nos réactions et de déterminer comment nous voudrions réagir la prochaine fois. Le deuxième exercice consiste à contrôler notre respiration en prenant des respirations lentes et profondes chaque fois que nous nous sentons perturbés, ce qui permet de calmer notre esprit. Ces exercices nous aident à changer notre caractère, à façonner notre personnalité et à nous libérer de nos tendances négatives. Dans ce texte, l'auteur explique qu'il est possible d'atteindre un état de calme intérieur en pratiquant un exercice de relaxation et de méditation. En observant sa respiration et en se relaxant mentalement, émotionnellement et physiquement, on parvient à contrôler ses émotions et à apaiser son esprit. Cette pratique est recommandée quotidiennement, de préférence le matin après la douche ou le bain. On peut également y associer une prière ou une invocation à la paix, à la joie, à l'amour et à la lumière divine. En pratiquant cet exercice régulièrement, on développe une capacité à maintenir un état de calme et de clarté mentale, ce qui améliore notre capacité de réflexion, de compréhension et d'intuition. Cette pratique peut avoir un impact positif sur notre personnalité et notre capacité à retenir les informations, ainsi que sur nos relations avec les autres. L'auteur souligne également l'importance de retrouver un sentiment d'unité avec toute l'humanité et de baser nos relations sur l'amour fraternel plutôt que sur l'intérêt personnel. Il met en évidence la nécessité d'intégrer les principes d'égalité, de liberté et de fraternité pour parvenir à une véritable unité humaine et à une paix durable dans la société. En s'appuyant sur ces principes, l'auteur propose une vision optimiste de l'avenir où la paix absolue est possible. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de la diversité et de l'unité spirituelle pour résoudre les conflits mondiaux et créer une coexistence pacifique. Il affirme que la division entre les cultures, les familles et les religions peut être surmontée en se connectant à une source plus profonde d'unité, qui est l'esprit universel. L'orateur mentionne également qu'en Inde, la spiritualité est profondément enracinée dans la culture et que c'est là que la résolution du conflit mondial est probablement la plus susceptible de se produire. Il souligne également l'importance de mettre en pratique cette unité spirituelle dans tous les aspects de la vie, y compris dans les institutions comme les universités. L'orateur explique ensuite qu'il n'y a pas de gradation dans les âmes, mais que chaque individu exprime son âme de manière unique en fonction de ses capacités et de ses expériences. Enfin, il souligne que la différenciation entre les individus est normale et nécessaire, et que nous devons célébrer et respecter les approches uniques des autres pour permettre à chacun de s'épanouir. Le domaine de la forme est le lieu où l'esprit pur entre en manifestation et prend différentes couches de manifestation. Ces couches varient et peuvent être supérieures ou inférieures selon le développement de notre intellect. L'identité se trouve dans la conscience spirituelle, mais les formes que nous prenons peuvent avoir différents degrés. L'identification avec ces couches de conscience peut nous limiter si nous nous identifions à nos incapacités et aux limitations de notre corps. Cependant, si nous sommes conscients que nous avons le potentiel de former et de façonner notre corps, nous pouvons grandir infiniment. Chacun de nous a sa propre approche et son propre chemin de développement. Dans l'état de rêve, il est possible de façonner les choses une fois que l'on prend conscience qu'on est en train de rêver. On peut changer les aspects du rêve en le voulant, par exemple en rendant un mur transparent ou en donnant une forme à un objet matériel.
Cependant, lorsque nous ne sommes pas totalement conscients dans le rêve, nos peurs et nos intentions façonnent le rêve. Par exemple, si nous avons peur d'un tigre, nous pouvons le matérialiser dans notre rêve. Mais si nous prenons conscience que notre peur est à l'origine de cela, nous pouvons changer le cours du rêve. Dans l'état de rêve, la forme est fluide et peut être modifiée par la volonté. La force spirituelle appliquée a des limites selon le niveau d'énergie que nous sommes capables d'atteindre. Le pur esprit originel est infini et n'a pas de limite, mais lorsque nous utilisons une force intermédiaire, nous sommes limités par notre propre énergie. Cependant, si nous sommes capables d'ouvrir notre canal à une puissance supérieure, nous pouvons appeler une énergie moins limitée. Chacun de nous est capable d'atteindre différents niveaux d'énergie en fonction de notre développement personnel. La satisfaction que nous recherchons dans la vie est souvent éphémère car elle dépend de choses extérieures. Nous sommes constamment insatisfaits car une fois que nous obtenons ce qui nous donne satisfaction, cela prend fin et nous perdons cette satisfaction. La véritable satisfaction et le bonheur se trouvent à l'intérieur de nous, dans notre essence spirituelle. Lorsque nous nous connectons à cette source intérieure, nous trouvons un bonheur permanent qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce que nous recherchons vraiment, c'est la satisfaction réelle, le véritable bonheur et l'amour authentique, qui se trouvent à l'intérieur de nous. Dans cette discussion, l'auteur parle de ses expériences et des connaissances qu'il a acquises au cours des dernières années dans les domaines scientifiques, occultes et spirituels. Il mentionne des expériences avancées menées par des scientifiques dans des instituts de recherche, notamment sur l'impact de la conscience humaine sur la vibration de la matière. Il affirme avoir lui-même fait des expériences et validé ces phénomènes. Il souligne l'importance de l'expérience personnelle et du rejet de l'ego pour recevoir l'aide qui nous est offerte. Il raconte également une histoire pour illustrer que parfois nous bloquons nous-mêmes cette aide en pensant pouvoir tout faire nous-mêmes. Il explique que nous devons nous défaire de notre ego pour nous ouvrir à l'aide divine qui est toujours là. En fin de compte, tout est une part de la création divine et en réalisant cela, nous pouvons nous connecter à cette aide et à l'ensemble de l'univers. Les idées théoriques présentées sont en fait très pratiques et ont une véritable influence. Il est intéressant de noter que ces principes sont enseignés aujourd'hui dans les écoles de management et même aux gymnastes olympiques. Le concept de flow est essentiel, où l'on se sent en harmonie avec l'univers et laisse l'univers agir à travers nous, plutôt que de simplement faire des efforts personnels. Il existe en Europe un cadre scientifique réduit en comparaison du cadre plus complet et intégré de l'Inde. Ce cadre indien n'est pas contradictoire, mais peut être considéré comme un sous-ensemble. Il est important de revoir notre propre cadre de pensée, qui est souvent réductionniste et matérialiste, afin de reconnaître la dimension pratique et scientifique du lien entre la matière et l'esprit, avec des implications profondes pour notre potentiel humain. Nous avons tous en nous un potentiel infini et une totale liberté d'être ce que nous voulons être. Le reste est un processus de développement par la discipline, les efforts conscients et l'invocation de l'aide divine. Tout devient possible. Namasté.